Vous avez l'impression d'avoir en face de vous une élue ouverte qui y croit, mais au début, elle n'y a pas cru du tout. Hein. Franchement, au début, je sortais des réunions des ateliers, j'avais l'impression que je ne pouvais pas y continuer à entendre ce qu'on était en train de me dire. Et puis 2-3 jours après, quand j'y réfléchissais en amont, chez moi, je me disais, mais franchement, il y a du travail. Hein. Et là, quand on a fait le bilan mi-mandat, il y a des élus, pourtant de la majorité, qui voulaient pas entendre parler de cette lutte contre les discriminations. Quand vous allez dire à un prof, mais tu as une pratique discriminante ou tu as des préjugés que je ne comprends pas, il va dire bah non. Bah non. Et après, il va falloir dire bah si. Et ça, vous ne pouvez pas le dire si quelque part vous partez pas de fait. Et c'est parce que on met des choses à plat qu'on peut après partir sur de la formation et ensuite construire. Quand on a entendu discrimination, on a entendu discrimination entre nos élèves, ou alors la discrimination dont nos élèves pouvaient être victimes, mais à l'extérieur, hein, lors de leur recherche de stage par exemple. Mais quoi d'autre? On ne pouvait pas penser à autre chose en fait. Et au bout de plusieurs séances, là, on a découvert le poteau rose, mais qui n'en était pas un en fait. C'est que dans cette recherche-action, nous allions être les chercheurs, donc ça on l'avait bien compris, mais en fait on était l'objet de cette étude. Après une grande réunion où on a présenté la démarche, et je reviens sur la question du déni, puisque lors de la grande présentation à tous les techniciens de la communauté éducative, dans un premier temps, chacun s'est enfoncé dans son fauteuil et a plutôt baissé la tête en prenant des notes plutôt que de dire oui, ça m'intéresse et j'aimerais me mobiliser. Donc il a fallu quand même vraiment faire ce travail dans un premier temps d'accepter d'aller se questionner sur nos pratiques, sur ces questions de discrimination. Quand on fait venir une association pour travailler sur l'homophobie et le genre à l'intérieur de l'établissement, ça brasse. Ça brasse les élèves, ça brasse les parents, parce qu'il y en a un qui téléphone en disant « mais vous faites quoi ?» Ça brasse les profs qui disent « mais est-ce que ça fait partie de l'éducation nationale de travailler sur l'homophobie ?» Pour l'instant, ils ne font pas des maths, ils ne font pas du français. En direction des élèves, c'est un public captif, donc ça c'est facile. Ce qui est plus compliqué, c'est de faire travailler ces questions-là au niveau des parents et au niveau des adultes dans un établissement. Donc les parents, il faut les faire venir. Pour les faire venir, il faut les accrocher sur quelque chose. Il faut partir sur un fait. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans l'histoire du questionnaire parents, c'est que j'espère qu'il va y avoir des remontées et que dans ces remontées-là, on va pouvoir dire, bah tiens, il y en a quelques-uns qui pensent qu'ils ne sont pas traités de la même façon que les autres. Moi, j'en ai eu conscience très tôt. La première année, quand je suis arrivé dans un lycée, je débarque, je pose mes valises, waouh, je ne m'attendais pas à ça du tout. Je suis tombé de très haut. C'est qu'en fait, il y a des mécanismes de défense très puissants contre lesquels moi, je ne peux rien. Je me suis fait énormément d'ennemis en voulant, voilà, mais tout de suite, en voulant essayer d'expliciter, en me disant, mais attends, il se passe des choses, en essayant d'être extrêmement prudent. Mais c'est trop à fleur de peau pour beaucoup de gens et c'est très vite, très violent. Et surtout, ce que j'ai compris, mais petit à petit dans le plan, et du coup je me rends compte que pour tous les acteurs du plan, ça n'a pas forcément été facile de s'approprier ça, c'est que dans l'éducation, en plus, il y a aussi un déni très fort, puisqu'il y a une étude nationale qui dit qu'il n'y en a pas. Alors que dans l'emploi et dans le logement, à chaque fois qu'il y a eu un gros testing, une étude, ça a montré qu'il y en avait. Donc ça, c'est un obstacle de plus. Et je trouve que on n'a peut-être pas été assez explicite. Enfin, moi, je l'ai compris petit à petit et pour montrer l'enjeu qu'il y avait à travailler ce plan, parce que c'est aussi aller contre un déni, quoi. On a vu des actions qui sont menées et des actions qui visent finalement à dévoiler le problème des discriminations. Donc on touche là tout de suite un point sensible, c'est que quand on définit pas un problème au niveau national, et ça Olivier Noël l'a dit tout à l'heure, et qu'il faut le traiter par l'expérimentation, et quand en plus c'est un problème dénié comme celui des discriminations, notamment ethno-raciales, mais pas que, et que c'est un problème que l'on souhaite traiter dans le champ éducatif, et notamment dans l'éducation nationale, avec un déni qui est particulièrement fort dans toutes les institutions qui sont nationales et dans l'école, évidemment, on se trouve face à un paradoxe que l'action qui est menée pour combattre le problème
vise d'abord à le dévoiler. Et ce paradoxe, il a des conséquences, et il a notamment des conséquences pour les acteurs qui mettent en œuvre ces politiques publiques. En même temps, on s'est dit, on veut essayer d'objectiver et de voir si vraiment des discriminations liées à des catégories que, implicitement, on a tous l'idée de classer les gens comme arabes, noirs. Enfin, on les a peut-être pas tous. Peut-être que vous arrivez à ne pas les avoir, mais je pense que, moi, en tout cas, je me suis rendu compte que je les avais à mon corps défendant, et je pense qu'on est nombreux à les avoir. Donc, on a pris le parti, c'est un parti pris, on l'assume, je pense, de se dire, si on veut pouvoir observer quelque chose, il faut qu'on le rende visible. Et pour le rendre visible, ça nous paraissait indispensable de créer ces catégories. Mais on est vraiment parti sur l'idée que c'est des catégories qui ne sont pas du tout objectives. Beaucoup de collègues ont commencé à vouloir travailler sur la discrimination liée au genre. J'aurais dit non, c'est pas celle-là, c'est les Noirs et les Arabes dans le lycée qui m'intéressent, pour une raison extrêmement simple, c'est que dans la société, c'est le problème. C'est un énorme problème que beaucoup de gens ne veulent pas voir, et ils ont tort, parce qu'on en subit tous les conséquences de ce problème. Voilà. Donc on a traité ce problème-là. Voilà. La question du conflit, la question de la conflictualité, effectivement, si on est dans une lutte, ça suppose du conflit. Et du coup, là, je vois un paradoxe majeur concernant l'école. Pour pouvoir vivre le conflit, à mon avis, on ne peut le vivre que si, on ne peut le supporter, le vivre, développer des savoir-faire, etc., que si on est dans une posture d'engagement, dans une posture militante, appelez-le comme vous voulez, mais il va falloir qu'on trouve des ressources. S'il s'agit de dire comment dépasser le sentiment d'impuissance et d'entrer dans l'action, je crois qu'on se retrouve pleinement dans ce qui a été exprimé par les collègues de Mounier et d'Henri Vallon ce matin. Et j'allais dire, le choix de la recherche-action, c'est vraiment un choix qui a été très important. C'est-à-dire que ça permet, pour nous, ça a permis de sortir du déni. Ce qui est douloureux, c'est qu'on se retrouve dans un moment où il y a une phase de résistance, tout le monde l'a exprimé ce matin, et après, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est ce nouveau paradigme, ces nouvelles lunettes qu'on porte, elles nous conduisent uniquement à être dans une forme de culpabilité des pratiques qu'on avait jusqu'alors. Le fait qu'on soit dans un établissement professionnel, le fait qu'on soit dans la perspective de reconstruire et d'agir à nouveau, ça permet de dépasser cette phase de déni en faisant l'expérience. En faisant l'expérience, et ce qui était expliqué ce matin, c'est on ouvre la parole. On ouvre la parole, on accepte que les élèves parlent, on envisage que les parents parlent, on envisage que les choses soient dites.